Il me disait que c'était pour voir un médecin qu'il s'absentait, mais le seul remède qu'il cherchait était le parfum bon marché de ces femmes. Bonjour mes chers, je suis Amélie Ferrand. J'ai 83 ans aujourd'hui et je vais vous raconter une histoire que j'ai gardée dans mon cœur pendant plus de 60 ans. C'est une histoire de douleur, de trahison, mais aussi de comment une femme peut se reconstruire même quand elle perd tout ce qu'elle croyait avoir. Avant de commencer mon récit, je vous invite à laisser un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à me dire dans les commentaires d'où vous regardez. Cela m'aide beaucoup à continuer à partager mes expériences avec vous. C'était en 1960. Je venais tout juste d'avoir 18 ans. Je suis née et j'ai grandi à Saint-Martin-des-Fleurs, un petit village où tout le monde connaissait tout le monde. Ma mère disait toujours que j'étais trop jolie pour cet endroit, qu'un jour un jeune homme viendrait me chercher pour une vie meilleure. Et c'est ce qui est arrivé quand Henri est arrivé dans le village. Henri Mercier avait 25 ans, des cheveux noirs coiffés à la brillantine, des dents blanches et un sourire qui illuminait n'importe quel endroit. Il venait de Paris pour travailler comme comptable dans la seule usine textile de la région. À l'époque, un homme avec un emploi fixe et venant de la capitale était considéré comme un excellent parti. Les mères célibataires faisaient la queue à la porte de l'église le dimanche, juste pour lui présenter leur fille. Je ne sais pas pourquoi, parmi tant de belles jeunes filles, il m'a choisie. Peut-être parce que j'étais la plus innocente. Ma mère était décédée 2 ans plus tôt d'une pneumonie et mon père buvait pour oublier sa douleur. Je m'occupais de la maison et de mes 2 jeunes frères, sans temps pour les amourettes ou les rêves. Je me souviens comme si c'était hier de la première fois qu'il m'a parlé. J'achetais du pain à la boulangerie de Monsieur Antoine quand j'ai senti un parfum différent, une odeur de grande ville. Quand je me suis retournée, il était là. « Mademoiselle, vous avez fait tomber ceci, dit-il, en me tendant un mouchoir brodé que je ne savais même pas avoir perdu. Nos doigts se sont touchés et j'ai senti un frisson que je n'avais jamais ressenti auparavant. Après ce jour, Henri apparaissait partout où j'étais. Au marché, à la messe, même quand j'allais chercher de l'eau au puits. En 2 semaines, il avait déjà demandé la permission à mon père de me faire la cour. Mon père, bien sûr, a immédiatement accepté. Un gendre avec un emploi fixe signifiait une bouche de moins à nourrir. Les fiançailles n'ont duré que 3 mois. En juin 1960, nous nous sommes mariés à l'église principale. Ma robe a été cousue par Madame Suzanne, la meilleure couturière du village, avec un tissu qu'Henri avait spécialement rapporté de Paris. Elle était blanche avec de petites perles sur le corsage. Je n'avais jamais porté quelque chose d'aussi beau de ma vie. Notre lune de miel s'est déroulée dans la maison de plage d'un de ses amis à Biarritz. Ce furent 5 jours de rêve. Henri était gentil, attentionné. Il me traitait comme une princesse. À notre retour, nous nous sommes installés dans une petite maison simple mais confortable que l'usine louait à ses employés. J'étais radieuse dans ma nouvelle vie. J'avais enfin un foyer à moi, sans les tristesses de la maison de mon père. Les premiers mois ont été parfaits. Je me levais tôt, préparais le café pour Henri, rangeais la maison en chantonnant tout en attendant son retour du travail. Le soir, nous parlions de nos rêves, des enfants que nous aurions, de la maison que nous construirions un jour. C'est seulement au 4e mois de mariage que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Au début de chaque mois, quand Henri recevait sa paie, il rentrait à la maison avec un terrible mal de tête. Il disait que c'était une migraine, quelque chose dont il souffrait depuis l'enfance. « Amélie, ma chérie, disait-il d'une voix faible, je dois aller voir un médecin à Paris. C'est le seul qui comprend mon problème. Je reviendrai demain. » La première fois, j'étais très inquiète. J'ai préparé une tisane à la mélisse, j'ai mis des compresses d'eau froide sur son front, j'ai demandé si je devais l'accompagner, mais Henri insistait qu'il valait mieux que je reste. Le traitement prend du temps. Tu serais seule à Paris. C'est dangereux. Et ainsi, au début de chaque mois, la même histoire se répétait. Henri prenait une petite valise, y mettait un change de vêtements et partait dans le bus de 7 heures du matin pour Paris. Il revenait le lendemain, toujours avec des cadeaux pour moi. Un foulard coloré, un savon parfumé, des chocolats. Je gardais chacun de ces cadeaux comme des trésors. En décembre de cette même année, j'ai découvert que j'étais enceinte.
Le bonheur d'Henri semblait sincère. Il m'a prise dans ses bras, m'a fait tournoyer dans la pièce, a embrassé mon ventre encore plat. « Ce sera un garçon fort comme son père », disait-il avec fierté. Notre premier fils, Auguste, est né en juillet 1961. Il ressemblait beaucoup à son père, avec les mêmes yeux sombres et pénétrants. Henri semblait l'homme le plus heureux du monde. Pendant 3 mois, il n'y eut pas de maux de tête, pas de voyage à Paris. Il rentrait directement du travail à la maison, m'aidait avec le bébé. Il était le mari dont toutes les femmes rêvaient. Mais en octobre, l'ancienne routine reprit. « Amélie, la douleur est revenue, je dois aller voir le médecin. » Cette fois, avec un petit bébé dans les bras, je n'ai pas posé de questions. J'ai simplement hoché la tête, tout en berçant Auguste qui pleurait à cause de coliques. Les années ont passé et notre famille s'est agrandie. Après Auguste, Marie-Claire est arrivée en 1963, puis Jean-Pierre en 1965. 3 jeunes enfants, une maison à entretenir et un mari qui disparaissait religieusement le premier jour de chaque mois. Les habitants du village commentaient au début à voix basse, des murmures que je faisais semblant de ne pas entendre. Avec le temps, les voix sont devenues plus fortes. Pauvre Amélie, si dévouée, et le mari toujours en voyage. Un médecin? Quel médecin? Chaque mois la même histoire. Un homme qui disparaît comme ça est en train de faire des bêtises, c'est sûr. J'ignorais les commentaires, je fermais mes oreilles au commérage. Après tout, Henri était un bon père quand il était à la maison. Il ne buvait pas comme mon père, il ne me battait pas comme le mari de Madame Louise de la boulangerie. Il rapportait son salaire à la maison, moins la petite partie que, selon lui, il dépensait chez les médecins. C'est seulement en 1968, après 8 ans de mariage, que la vérité a commencé à apparaître. Auguste avait déjà 7 ans, Marie-Claire en avait 5 et Jean-Pierre 3. C'était un jour ordinaire. J'étais au marché en train d'acheter des légumes pour le dîner quand j'ai senti une main toucher mon épaule. C'était Josette, une dame qui vendait des confitures de citrouille sur la place centrale. Tout le monde la connaissait, mais peu lui parlait. On disait qu'elle était la mère d'une fille de joie, comme on les appelait à l'époque. C'était une honte si grande que Josette elle-même vivait comme une ombre, toujours tête baissée, toujours en marge. « Madame Amélie, » dit-elle d'une voix tremblante, « j'ai besoin de vous parler en privé. » Je confesse que j'étais méfiante. Que pouvait vouloir une femme comme Josette avec moi? Mais il y avait une urgence dans ses yeux, une tristesse si profonde que je ne pouvais pas refuser. Nous nous sommes dirigés vers un banc sur la place, loin des regards curieux. Josette tordait ses mains sur son tablier usé, comme si elle cherchait du courage dans les plis du tissu. « Madame Amélie, pardonnez mon intrusion, mais je ne peux plus garder cela pour moi. Vous êtes une bonne femme. Vous prenez soin de ces enfants avec tant d'amour. Vous ne méritez pas d'être trompée. » Mon cœur a commencé à battre plus fort. Une partie de moi savait déjà ce qui allait suivre, mais une autre partie, celle qui aimait encore Henri comme au premier jour, refusait d'accepter. « De quoi parlez-vous, Madame Josette ? » ?»« De votre mari, Madame Amélie, de votre Henri. Il ne va pas chez un médecin quand il voyage, il va à l'Étoile du Soir, un lieu de femmes dans les environs de Paris. » Le sol semblait disparaître sous mes pieds. Je me suis accrochée au bord du banc pour ne pas tomber. « Comment savez-vous cela ?» ai-je demandé, ma voix presque inaudible. Josette a baissé les yeux, les rides sur son visage semblant plus profondes sous le soleil du matin. « Ma fille Théodora travaille là-bas, Madame Amélie. Je n'en suis pas fière, mais c'est la vérité. Elle m'a raconté que votre mari y va chaque mois, toujours le même jour, le jour où il reçoit sa paie. Une partie de moi voulait crier contre cette femme, l'accuser de menteuse, de vouloir détruire mon mariage. Mais une autre partie, celle qui avait remarqué les petits signes au fil des ans, le parfum différent quand il revenait, les excuses de plus en plus élaborées, les cadeaux pour apaiser la culpabilité, savait qu'elle disait la vérité. « Il n'est qu'avec votre fille ?» ai-je demandé, les mots sortant comme des pierres de ma gorge. Josette a secoué la tête, ses yeux maintenant humides. « Non, Madame Amélie. Théodora n'est que l'une d'entre elles. Il entretient plusieurs jeunes femmes là-bas, 13 pour être exact. Il s'en vante. Il dit qu'il est le seul homme de la région qui peut entretenir autant de femmes. Au début de chaque mois, il fait une sorte de fête,
Il les réunit toutes. C'est comme s'il avait plusieurs épouses, Madame Amélie. 13. Le nombre a résonné dans mon esprit comme un glas funèbre. 13 femmes en plus de moi. 14 vies qu'Henri manipulait comme des pièces d'un jeu pervers. Je suis rentrée à la maison ce jour-là comme un fantôme, traînant les pieds, portant un poids invisible sur mes épaules. Les enfants ont remarqué que quelque chose n'allait pas, mais ils l'ont attribué à la fatigue. J'ai préparé le dîner mécaniquement, j'ai donné le bain aux petits, j'ai raconté des histoires avant de dormir. Tout en automatique, alors qu'à l'intérieur de moi, un tourbillon d'émotions menaçait de me déchirer. Cette nuit-là, allongé seul dans mon lit, Henri était à l'une de ses consultations médicales. J'ai pris une décision. Je ne serai plus une victime passive. Je n'accepterai plus de mensonges. Le lendemain matin, je découvrirai la vérité de mes propres yeux. Et c'est ainsi, mes chers, qu'a commencé le tournant de mon histoire. Le jour suivant, je ferai quelque chose que je n'aurais jamais pensé avoir le courage de faire. Après cette nuit sans dormir, je me suis réveillée avant même que le soleil ne se lève. Ma décision était prise. Si Henri pouvait mentir pendant 8 ans, je pouvais faire semblant pendant un jour. J'ai préparé le petit déjeuner comme je le faisais toujours. J'ai habillé les enfants pour l'école. J'ai souri quand c'était nécessaire. À l'intérieur, mon cœur saignait, mais je ne l'ai pas montré. J'ai emmené Auguste et Marie-Claire à l'école. Jean-Pierre, encore petit, je l'ai laissé aux soins de Catherine, ma voisine. Je dois aller à Paris acheter du tissu pour les uniformes des enfants, ai-je menti. Le premier mensonge de ma vie. Quelle ironie. Mais Dieu me pardonnera, car c'était pour une juste cause. J'ai pris le même bus qu'Henri prenait toujours à 11 heures du matin. 3 heures de voyage jusqu'à Paris, assise au dernier rang, observant le paysage changer de champs verdoyants en bâtiments grisâtres. Chaque kilomètre parcouru était un nœud qui se formait dans mon estomac. Et si Josette avait tort? Et si c'était tout un malentendu? À la gare routière de Paris, j'étais perdue. Une jeune femme de province, qui n'était jamais sortie seule de Saint-Martin-des-Fleurs, maintenant dans la plus grande ville du pays, cherchant un lieu appelé l'Étoile du Soir, un nom que je n'osais pas prononcer à voix haute. J'ai rassemblé tout mon courage et j'ai abordé un chauffeur de taxi âgé qui me semblait plus fiable. « Monsieur, connaissez-vous un endroit appelé l'Étoile du Soir? Je dois y retrouver mon mari. » J'ai parlé d'une voix tremblante. L'homme m'a regardé de haut en bas, évaluant ma robe simple, mes chaussures usées, mon alliance dorée. « Vous êtes sûre, madame? Ce n'est pas un endroit pour une femme comme vous, » a-t-il répondu, la voix chargée de pitié. Cette pitié m'a fait plus mal que n'importe quoi d'autre. C'était donc vrai, ce n'était pas une invention de Josette. « J'en suis sûre, » ai-je répondu en relevant le menton. « Mon mari est là-bas et je dois le voir. » Le chauffeur a soupiré, s'est gratté la barbe grisonnante. « Je vais vous y conduire, mais je resterai à vous attendre. Quand vous aurez terminé ce que vous avez à faire, je serai là dehors. Une femme seule dans cet endroit, ce n'est pas sûr. » Nous sommes montés dans le taxi jaune, le moteur vrombissant comme mon estomac inquiet. Nous avons traversé Paris, quitté la ville, pris un chemin de terre. Presque 1 heure de voyage jusqu'à arriver à un endroit isolé, caché entre les arbres. C'était une grande maison ancienne, peinte en rouge délavé, avec une enseigne lumineuse à l'entrée. L'Étoile du Soir, musique en direct. « Nous sommes arrivés, » dit le chauffeur. « Vous êtes sûr de vouloir entrer ?» J'ai acquiescé de la tête, incapable de parler. J'ai payé la course avec l'argent que j'avais économisé pendant des mois pour acheter une nouvelle radio. « Je vous attends ici, » a-t-il assuré. Je suis descendu du taxi, les jambes tremblantes. C'était le milieu de l'après-midi, le soleil encore haut, mais les rideaux de la maison étaient fermés, comme si là-dedans vivaient des créatures de la nuit. J'ai respiré profondément 3 fois, j'ai arrangé mes cheveux, j'ai touché mon alliance pour me donner du courage, et j'ai marché jusqu'à l'entrée. Un homme corpulent gardait la porte. Il m'a regardé avec méfiance. « Nous sommes fermés pour les femmes. Nous n'ouvrons que le soir, » a-t-il grogné. « Mon mari est là-dedans, » ai-je dit, me surprenant par la fermeté de ma voix. « Henri Mercier. Je suis Amélie, son épouse. » L'homme a écarquillé les yeux, puis a laissé échapper un rire rauque. « La femme d'Hercule, celle-là est bonne. » Hercule.
même pas son vrai nom qu'il utilisait dans cet endroit. « Puis-je entrer » ai-je insisté. « Écoutez, madame, je ne veux pas d'histoire. Hercule est un client important. »« Je ne ferai pas de scandale, » ai-je promis, même sans savoir si je pourrais tenir cette promesse. « Je veux juste le voir. » Peut-être était-ce la dignité dans ma posture, ou peut-être la curiosité de voir le dénouement de cette histoire. Mais l'homme a fait un pas de côté. « C'est votre responsabilité, » a-t-il murmuré tandis que je passais. L'intérieur de « L'Étoile du soir » était un autre monde. Des lustres en cristal, des rideaux de velours rouge, d'immenses miroirs au mur, un long bar occupait un côté de la salle et de petites tables rondes le reste. Sur une scène improvisée, une femme répétait une chanson au piano. Sa robe à paillettes brillait même dans la pénombre. Il y avait peu de personnes à cette heure-là. Quelques jeunes femmes en robe moulante discutant au bar, 2 hommes parlant chiffres à une table éloignée. Et il était là, Henri, mon mari, assis à une grande table au fond, entouré de 4 jeunes femmes qui riaient de quelque chose qu'il racontait. 8 ans de mariage, 3 enfants, des milliers de mensonges. Tout culminait à ce moment, dans cette scène que je n'avais jamais imaginé voir. L'homme que j'aimais, le père de mes enfants, distribuant de l'argent et des cadeaux à des femmes qu'il connaissait à peine, tandis que j'économisais chaque centime pour maintenir notre foyer. Je suis resté figé à l'entrée, les jambes gelées. Une des jeunes femmes du bar m'a remarqué, a donné un coup de coude à sa collègue. Bientôt, plusieurs paires d'yeux étaient tournés vers moi. La musique s'est arrêtée. Le bruit des verres et des conversations a cessé. Seul le son du rire d'Henri résonnait encore, ignorant le silence qui s'était installé. C'est l'une des femmes à sa table qui l'a alerté, a touché son bras, a pointé dans ma direction. Henri a tourné lentement le visage, comme dans un cauchemar au ralenti. Nos regards se sont croisés à travers la salle. Je n'oublierai jamais l'expression sur son visage. D'abord, la confusion. Puis, la reconnaissance. Enfin, la pure terreur. Il a pâli, la bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson hors de l'eau. « Amélie. » Il a réussi à dire, la voix défaillante. « Quoi ? Comment tu… » J'ai avancé dans la salle, chaque pas plus ferme que le précédent. Les femmes à la table se sont écartées, laissant de l'espace. Il semblait que tous, à l'Étoile du soir, retenaient leur souffle. « Bonjour, Henri », ai-je dit avec un calme que je ne savais pas posséder. « Je suis venu voir comment se passait ta consultation médicale. »« Amélie, ce n'est pas ce que tu crois. »« Non ? Alors explique-moi, chérie. Explique-moi pourquoi chaque mois depuis 8 ans, tu quittes la maison en faisant semblant d'être malade pour venir ici. Explique-moi pourquoi tu dépenses l'argent qui devrait nourrir nos enfants avec ça. »« Je peux l'expliquer, » a-t-il balbutié en se levant. « Allons parler dehors, Amélie. Ce n'est pas un endroit pour toi. Ce n'est pas un endroit pour moi. Et est-ce un endroit pour toi, père de 3 enfants, pour l'homme qui a juré fidélité devant Dieu ?» Une des femmes à table, blonde, jeune, dans une robe rouge, a ri ouvertement. « Père de 3 enfants, Hercule, tu n'as jamais mentionné d'enfant. »« Tais-toi, Marlène !» a grogné Henri. Une autre femme plus âgée, aux cheveux noirs et aux yeux astucieux, s'est approchée. « Alors, vous êtes sa femme ? Fascinant. Il nous a dit qu'il était veuf. »« Veuf, ai-je répété, l'indignation grandissant. Veuf avec une alliance au doigt. Il dit qu'il porte l'alliance en mémoire de sa défunte, a expliqué une 3e avec un rouge à lèvres d'un rouge vif. Si romantique, non ? Henri semblait diminuer à chaque révélation. Son visage alternait entre blanc et rouge. Son front brillait de sueur. « Amélie, rentrons à la maison », a-t-il tenté, tendant la main pour me toucher. J'ai fait un pas en arrière. « Ne me touche pas, ne me touche plus jamais. » C'est alors qu'une jeune femme, peut-être d'une 20aine d'années, s'est approchée timidement. Ses yeux étaient grands et tristes. Elle ressemblait à une biche effrayée. « Vous êtes Amélie » a-t-elle demandé doucement. J'ai acquiescé sans comprendre. « Je suis Théodora, la fille de Josette. » Donc, c'était la fille de Josette, la jeune femme qui involontairement avait révélé la vérité sur mon mariage. « Ta mère m'a raconté, » ai-je dit. « C'est pour cela que je suis venue. »« Elle n'aurait pas dû s'en mêler, » a crié Henri, le visage maintenant complètement rouge.
Tais-toi, Henri, ai-je ordonné, et à ma surprise, il a obéi. Laisse parler Théodora. La jeune femme a tordu ses mains nerveusement. Il vient ici tous les mois depuis avant que je ne commence à travailler. Il est connu comme Hercule, l'homme aux 13 maîtresses. 13 ai-je répété, sentant le sol onduler sous mes pieds. Une pour chaque jour de chance, a expliqué Théodora. Il dit qu'il est né un 13, que son chiffre porte-bonheur est le 13, qu'avoir 13 femmes lui apporte la fortune. Une superstition ridicule, un caprice infantile. C'était pour cela que mon mariage était détruit, pour un chiffre. Où sont les autres ai-je demandé, regardant autour de la salle presque vide. Elles arriveront ce soir, a dit la femme aux cheveux noirs. C'est le 1er du mois, jour de la fête mensuelle d'Hercule. Fête ai-je répété, le mot amer dans ma bouche. Tous les 1er du mois, a-t-elle expliqué. Hercule réunit toutes ses protégées, apporte des cadeaux, paie des boissons, raconte des histoires de la capitale. C'est le jour le plus animé de l'Étoile. Henri s'est recroquevillé comme un enfant pris en flagrant délit. Amélie, ce n'est pas tout à fait comme ça. Un rire hystérique a jailli de ma gorge. Non? Alors comment est-ce, Henri? Explique-nous à toutes comment c'est. Je prends soin de vous toutes, a-t-il balbutié. J'apporte de l'argent, des cadeaux. Que voulez-vous de plus? De l'honnêteté, ai-je répondu. Du respect, de l'amour véritable, des choses qu'aucun argent ne peut acheter. J'ai regardé autour de moi les femmes qui formaient maintenant un cercle autour de nous. Certaines souriaient, s'amusant du spectacle. D'autres semblaient ennuyées, comme si elles avaient déjà vu des scènes similaires de nombreuses fois. Théodora, la fille de Josette, avait les larmes aux yeux. « Vous n'êtes pas en faute, ai-je dit à leur intention. Il vous a menti autant qu'à moi. Nous sommes toutes dans le même bateau. Ne me compare pas à ces... » Henri a commencé, mais s'est tu quand j'ai levé la main. « Fais attention à ce que tu vas dire, Henri. Ce sont tes choix, tes maîtresses. Tu les as cherchées, tu les as payées, tu as menti pour elles. N'ose pas les mépriser maintenant. » Je me suis tournée pour partir. Ma mission était accomplie. J'avais confirmé la vérité de mes propres yeux. Il n'y avait plus rien à faire dans cet endroit. « Amélie, attends. » Henri a appelé, saisissant mon bras avec une force excessive. « Tu ne peux pas me quitter. Qu'est-ce qu'on va dire au village? Que vont devenir mes enfants? » « Lâche-moi, ai-je ordonné, la voix glaciale. Tes enfants se porteront mieux sans un père comme toi. »« Tu ne vas nulle part, a-t-il grogné, serrant davantage mon bras. Tu es ma femme, tu me dois obéissance. » C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Théodora, la fille de Josette, s'est avancée et a poussé Henri avec une force surprenante. « Lâchez-la » a-t-elle crié. « N'en avez-vous pas déjà assez fait ?» Henri a trébuché, surpris, mais s'est vite rétabli. Son visage s'est tordu en un masque de fureur que je n'avais jamais vu auparavant. Il a levé la main, prêt à frapper Théodora. Il n'a pas réussi à compléter le mouvement. Le videur de la porte, attiré par la confusion, a attrapé Henri par derrière. « Pas de violence contre les filles, Hercule, » a-t-il dit d'une voix calme mais ferme. « Tu connais les règles ?» Henri se débattait, mais c'était inutile. L'homme le tenait comme on tient un enfant capricieux. « Lâchez-moi. C'est ma femme. J'ai des droits. »« Des droits ?» ai-je répété, trouvant des forces que je ne savais pas posséder. « Tu as perdu tous tes droits sur moi au moment où tu as décidé de vivre cette double vie. Nous sommes finis, Henri. » J'ai retiré mon alliance, le petit cercle d'or qui pendant 8 ans avait représenté mon mariage, et l'ai posé sur la table. Le tintement du métal sur le plateau de bois a résonné comme un glas funèbre. « Quand tu rentreras, tes affaires seront sur le perron, » ai-je déclaré. « Ne frappe pas à la porte. N'essaie pas d'entrer. Ce n'est plus ta maison. »« Tu ne peux pas faire ça, » a-t-il hurlé, toujours retenu par les bras puissants du videur. « C'est moi qui fais vivre la maison. Sans moi, vous mourrez de faim. » J'ai relevé le menton, sentant une dignité que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Je préfère mourir de faim avec honneur que de vivre de mensonges. Adieu, Henri. J'ai tourné le dos et marché vers la sortie, la tête haute malgré les jambes tremblantes. Derrière moi, j'entendais Henri crier des menaces, promettant de me laisser dans la misère, jurant qu'il m'enlèverait les enfants. À la porte,
Je me suis arrêtée et me suis retournée une dernière fois. Une dernière chose, Henri, ai-je dit, ma voix claire dans la salle silencieuse. Tu as 13 maîtresses, mais tu vas découvrir que tu n'as plus d'épouse, plus d'amour véritable, et à la fin, c'est cela qui compte. Je suis sortie dans l'air de l'après-midi, le soleil commençant déjà à se coucher. Le chauffeur de taxi était toujours là, comme promis, appuyé contre le capot jaune, fumant une cigarette. « Tout va bien, madame » a-t-il demandé, jetant la cigarette par terre et l'écrasant. « Pas maintenant, mais ça ira. » Je suis montée dans le taxi, laissant derrière moi l'étoile du soir et l'homme que je pensais connaître. Tandis que la voiture s'éloignait par le chemin de terre, j'ai ressenti un étrange mélange de douleur et de soulagement. La douleur d'un mariage détruit, de promesses brisées, de rêves défaits. Le soulagement de finalement connaître la vérité, de pouvoir recommencer, de retrouver ma dignité. Le chemin de retour à Saint-Martin-des-Fleurs serait long, la vie qui m'attendait incertaine. 3 enfants à élever seuls à une époque où les femmes séparées étaient vues avec mépris. Mais une chose était sûre, je ne serais plus jamais trompée. Je n'accepterai plus jamais moins que ce que je méritais. Et c'est avec cette pensée que je suis rentrée chez moi ce soir-là de 1968, prête pour le chapitre le plus difficile, mais aussi le plus vrai de ma vie. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, les enfants dormaient déjà. J'ai remercié Catherine d'avoir pris soin d'eux. J'ai inventé une histoire sur le voyage pour acheter du tissu. Elle a remarqué quelque chose dans mes yeux, mais n'a pas posé de questions. Les femmes de cette époque savaient quand ne pas poser de questions. J'ai attendu qu'elle sorte, puis je me suis effondrée. J'ai pleuré silencieusement dans la cuisine pour que les enfants n'entendent pas. J'ai pleuré pour l'amour que je pensais avoir, pour la famille que j'imaginais parfaite, pour les années d'illusion. 8 ans à croire un mensonge. 8 ans à dormir à côté d'un étranger. Après avoir vidé toute la douleur que mon cœur pouvait contenir, j'ai séché mes larmes et commencé à travailler. J'ai rassemblé les vêtements d'Henri, ses chaussures, ses effets personnels. J'ai tout mis dans 2 grandes valises en cuir, les mêmes que nous avions utilisées lors de notre lune de miel à Biarritz, dans une vie qui semblait maintenant appartenir à une autre personne. J'ai laissé les valises sur le perron avec un simple mot. « Ne reviens pas. Tu n'es plus le bienvenu ici. » J'ai changé la serrure de la porte d'entrée à l'aide d'un tournevis rouillé que j'ai trouvé dans le placard du jardin. Je n'avais jamais rien fait de semblable auparavant. Changer les serrures était un travail d'homme, mais cette nuit-là, j'ai découvert que je pouvais faire bien plus que je ne l'imaginais. J'ai dormi avec un manche à balai à côté du lit, craignant qu'Henri ne revienne ivre et violent. Mais il n'est pas apparu cette nuit-là, ni la suivante. Ce furent 3 jours de silence, 3 jours à essayer d'expliquer aux enfants que leur père était en voyage de travail prolongé. Auguste, avec ses 7 ans, était trop intelligent pour croire à cette histoire. « Pourquoi les vêtements de papa ne sont plus dans l'armoire ?» a-t-il demandé avec ses yeux identiques à ceux de son père. Je n'ai pas eu le courage de mentir à mon propre fils. « Ton père a fait des choses mal, Auguste », ai-je expliqué, la voix tremblante. « Il ne va pas vivre avec nous pendant un moment. » Au matin du 4e jour, j'ai entendu des coups violents à la porte. C'était Henri exigeant d'entrer. « Ouvre cette porte, Amélie !» criait-il. « Cette maison est à moi, tu n'as pas le droit !» Les enfants se sont cachés dans la chambre, effrayés. Ils n'avaient jamais vu leur père comme ça, transformé en un étranger furieux. Je me suis approchée de la porte sans l'ouvrir. « Va-t'en, Henri, c'est fini. »« Ce n'est pas fini, jusqu'à ce que je dise que c'est fini !» a-t-il hurlé, frappant la porte avec tant de force que j'ai pensé que les gonds céderaient. « Ouvre cette porte ou je la défonce !» J'ai couru à la cuisine, pris le plus grand couteau que nous avions. Je n'avais pas l'intention de l'utiliser, mais je devais montrer que je n'étais pas sans défense. Quand je suis revenu dans le salon, j'ai entendu des voix masculines dehors. « Monsieur Henri, ce n'est pas possible comme ça. Vous effrayez les enfants. » C'était Monsieur Antoine, le boulanger, avec Jacques de l'épicerie. Les cris d'Henri avaient attiré le voisinage. Le petit Saint-Martin-des-Fleurs n'était pas habitué au scandale. « Cette salope m'a mise à la porte de ma propre maison !» se plaignait Henri, la voix empâtée indiquant qu'il avait bu. « Ne parlez pas comme ça, l'homme !» a réprimandé Monsieur Antoine. « Madame Amélie est une femme respectable. »« Respectable ?» Henri a émis un rire amer. « Vous ne savez pas ce qu'elle a fait. »
J'ai appuyé mon front contre la porte, la main serrant fermement le couteau. Qu'allait-il dire? Qu'il l'avait suivi? Qu'il l'avait confronté à l'étoile du soir? Et s'il racontait, qui serait jugé dans le village? Lui, l'homme aux 13 maîtresses, ou l'épouse qui n'a pas su retenir son mari? « Venez, monsieur Henri, » a dit Jacques. « Allons prendre un café chez François, vous avez besoin de vous calmer. » À mon grand soulagement, il y a eu des pas qui s'éloignaient. Henri a été emmené, marmonnant des menaces. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu monsieur Antoine jeter un regard compatissant vers la maison avant de tourner au coin de la rue. Cet après-midi-là, il est revenu, non pas pour crier ou menacer, mais pour apporter un message. « Madame Amélie » a-t-il dit d'une voix douce à travers la porte, toujours verrouillée. « Monsieur Henri m'a chargé de vous dire qu'il coupera l'argent, que vous et les enfants mourrez de faim s'il ne revient pas. » C'était le coup que je redoutais. Sans le salaire d'Henri, comment nourrirais-je 3 bouches? Comment paierais-je le loyer? Malgré tout, j'ai redressé le dos. Dites-lui que je préfère mendier dans la rue plutôt que d'accepter un sou de plus de ses mensonges. Monsieur Antoine a soupiré. J'ai entendu le bruit d'un paquet posé sur le sol de la véranda. J'ai apporté un peu de pain pour les enfants. Ce n'est pas la charité, Madame Amélie, c'est l'humanité. Après son départ, j'ai entrouvert la porte juste assez pour prendre le paquet. À l'intérieur, il y avait des pains, des biscuits, un pot de confiture de coin. J'ai pleuré à nouveau, mais cette fois de gratitude. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai découvert à quel point il était difficile d'être une femme séparée en 1968, dans un petit village de province. Les autres mères ne laissaient pas leurs filles jouer avec Marie-Claire, comme si l'abandon du mari était une maladie contagieuse. À l'église, le père Michel a prêché sur les dangers de la désintégration familiale, regardant fixement le banc où je m'asseyais avec mes 3 enfants. Les commérages allaient bon train. Certains disaient que j'avais chassé Henri par jalousie infondée. D'autres qu'il avait trouvé une maîtresse plus jeune et plus riche dans la capitale. Peu connaissèrent la vérité complète et je n'avais pas l'énergie pour les corriger. L'argent s'est rapidement épuisé, le loyer est arrivé à échéance et le propriétaire, ami d'Henri, a menacé de nous expulser. C'est alors que Josette, la mère de Théodora, est apparue à ma porte un après-midi. « Madame Amélie » a-t-elle dit, les yeux baissés, comme toujours. « Ma fille a envoyé ceci pour vous. » Elle a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait de l'argent, pas beaucoup, mais suffisant pour le loyer de ce mois-là. Avec une note écrite d'une main tremblante. « Pour les enfants. Ce n'est pas la charité, c'est la justice. Théodora. » Mon premier réflexe a été de refuser. Je ne voulais pas d'argent qui venait de cet endroit, qui avait peut-être été donné par Henri lui-même. Mais j'ai regardé Auguste, Marie-Claire et Jean-Pierre, leurs vêtements déjà trop petits, leurs yeux pleins d'espoir, et j'ai ravalé ma fierté. « Remerciez votre fille, » ai-je dit à Josette. « Dites-lui qu'un jour je lui rendrai. » Josette a acquiescé, et avant de partir, a dit quelque chose qui a changé ma vie. « Ma fille a dit que vous cousez bien vos propres vêtements. À l'Étoile, dans cet endroit, ils ont besoin de quelqu'un pour réparer les robes des filles. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Je peux les apporter et les ramener. » Je suis restée paralysée. Travailler pour l'endroit qui avait détruit mon mariage. Coudre pour les femmes qu'Henri fréquentait. « Pensez aux enfants, Madame Amélie, » a ajouté Josette, comme si elle lisait dans mes pensées. « C'est un travail honnête, vos mains, votre aiguille, votre talent, c'est tout. » Cette nuit-là fut une réflexion profonde. J'avais appris à coudre avec ma mère qui faisait les uniformes de tous les frères. J'avais toujours eu du talent, mais je n'avais jamais pensé à le transformer en gagne-pain. Dans mon éducation, les femmes mariées ne travaillaient pas à l'extérieur de la maison. C'était presque un péché. Mais je n'étais plus mariée, me suis-je rappelé. J'étais seule avec 3 enfants à nourrir dans un monde qui semblait déterminé à me punir pour un crime que je n'avais pas commis. Quel choix avais-je? Apporter les robes, ai-je dit à Josette le lendemain. Je ferai le meilleur travail possible. Et c'est ainsi qu'a commencé ma carrière de couturière. Au début, seulement des raccommodages et des ajustements pour les filles de l'Étoile du soir. Josette servait de messagère, apportant les pièces dans un panier couvert d'un linge, comme si elle transportait des pains. Je travaillais la nuit, après que les enfants s'endorment, sous la faible lumière d'une lampe.
Les gens du village ne connaissaient pas l'origine de ces vêtements, mais ils remarquaient les changements dans ma maison. Le loyer payé à temps, de la nourriture sur la table, de nouvelles chaussures pour les enfants. Bientôt, les mauvaises langues ont recommencé à s'agiter. « Comment se débrouille-t-elle sans mari » chuchotait-il au marché. « Elle doit avoir un amant riche à la capitale » spéculait-il après la messe. « Peut-être que le mari a laissé de l'argent caché » supposait-il à l'épicerie. J'ai ignoré tout le monde. L'important était de garder mes enfants nourris, habillés, à l'école. Et peu à peu, mon travail s'est amélioré, mes mains sont devenues plus habiles, mes points plus précis. En octobre de cette même année, j'ai reçu ma première commande qui ne venait pas de l'Étoile du soir. Madame Camille, l'épouse du pharmacien, avait admiré la robe du dimanche de Marie-Claire, faite par moi avec des chutes de tissu et beaucoup d'imagination. « Pourriez-vous faire quelque chose de similaire pour ma petite Sophie » a-t-elle demandé timidement après la messe. J'ai accepté, bien sûr. La robe de Sophie a été un succès, et bientôt d'autres mères frappaient à ma porte. « J'ai entendu dire que vous faites de jolies robes, et pas chères, » disait-elle avec ce mélange de curiosité et de méfiance. En décembre, j'avais déjà tant de commandes que j'ai dû acheter plus de fils et de tissus. Sans assez d'argent, je suis allée à la Banque nationale demander un prêt. Le directeur, M. Claude, un homme à la moustache épaisse et au regard sévère, a ri de ma demande. « Vous voulez un prêt ? Sans mari comme garant ? Sans propriété comme garantie ? Impossible. » Je suis sortie de la banque la tête basse, mais je n'ai pas abandonné. Je suis allée chez Josette avec une proposition audacieuse. Elle serait mon associée. Sa maison, plus grande que la mienne, servirait de garantie pour le prêt. En échange, je lui apprendrais à coudre et nous partagerions les bénéfices. « Mais, Madame Amélie, a-t-elle protesté, je ne suis qu'une vieille vendeuse de confitures. Qui voudra que je couse ces vêtements ? Ce ne seront pas des vêtements ordinaires, ai-je expliqué, sentant une excitation que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. Ce seront des décorations pour la maison, des nappes, des serviettes, des rideaux, des choses dont chaque maison a besoin et que personne ne vend à Saint-Martin-des-Fleurs. Josette a réfléchi longuement, ses doigts noueux caressant la table en bois usé. Finalement, elle a acquiescé. « Si vous pensez que je peux le faire, alors j'accepte. » Avec la maison de Josette comme garantie, M. Claude a approuvé à contre-cœur un petit prêt. Nous avons acheté des tissus, des fils, des aiguilles et une machine à coudre d'occasion. Nous avons tout installé dans le salon de Josette et avons baptisé notre petite entreprise « Poinces et lacets ». Les premiers mois ont été difficiles. Les gens me regardaient encore avec méfiance, chuchotaient encore derrière mon dos. Certains refusaient d'entrer dans la maison de Josette, connue comme la mère d'une fille perdue. Mais la qualité de notre travail a parlé plus fort que les préjugés. Nos nappes étaient un enchantement, avec des broderies délicates de fleurs et de fruits. Les parures de lit venaient avec des initiales brodées, un luxe que seules les familles riches pouvaient auparavant commander de la capitale. Les rideaux transformaient n'importe quelle fenêtre simple en quelque chose d'élégant. En juin 1969, 6 mois après le début de Points et Lacets, nous avions plus de commandes que nous ne pouvions en traiter. Nous avons embauché Marguerite, une veuve aux mains habiles qui devait nourrir 4 enfants. Puis est venue Delphine, dont le mari s'était enfui avec la serveuse du café. Ensuite, Isabelle, abandonnée avec un bébé nouveau-né. Nous étions 5 femmes, toutes marquées d'une façon ou d'une autre par la vie, toutes luttant pour survivre dans un monde qui nous voulait soumises et silencieuses. Ensemble, nous avons créé quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Henri est réapparu plusieurs fois au cours de cette année, au début avec des menaces, puis avec des supplications, finalement avec des cadeaux pour les enfants. J'ai tout refusé. « Nous n'avons plus besoin de toi », lui ai-je dit un dimanche après-midi, quand il est apparu avec des vélos neufs pour Auguste et Marie-Claire. Nous nous débrouillons très bien tout seuls. Il a regardé la maison, remarquant les améliorations. Des rideaux neufs, une radio dans le salon, des jouets dans le jardin. « Qui vous entretient ?» a-t-il demandé, la jalousie évidente dans sa voix. « Moi, ai-je simplement répondu, j'entretiens mes enfants. »« Avec quoi ?» a-t-il insisté. « Que fais-tu ?»« Un travail honnête, Henri. Quelque chose que tu devrais essayer un jour. » Il est parti furieux, menaçant de revenir avec la police, avec des avocats, avec le juge du district.
Il n'a jamais mis ses menaces à exécution. Peut-être savait-il qu'il n'avait pas la morale pour juger qui que ce soit. En décembre 1969, avec l'argent des ventes spéciales de Noël, j'ai pu acheter la maison que nous louions. L'ancien propriétaire, voyant le succès de Point et Lacet, était impatient de se débarrasser d'une maison associée à une femme séparée. Il l'a offerte à un prix inférieur au marché, pensant que je n'aurais pas les moyens de payer. Sa surprise a été évidente quand j'ai posé l'argent sur la table en billets propres et bien comptés. « L'acte de vente, s'il vous plaît », ai-je demandé, ressentant une fierté que je n'avais jamais éprouvée auparavant. Ce soir-là, assise sur le perron de ma maison, observant mes enfants jouer dans notre jardin, j'ai réalisé combien j'avais changé en seulement 1 an. La femme qui avait pleuré désespérément dans la cuisine, craignant l'avenir sans mari, avait disparu. À sa place se trouvait une chef d'entreprise, une mère qui subvenait aux besoins, une femme qui n'avait pas besoin d'un homme pour se définir. Auguste, maintenant âgé de 8 ans, est monté sur mes genoux, chose qu'il faisait moins souvent, se sentant trop grand pour de telles démonstrations d'affection. « Maman », a-t-il chuchoté, « je suis fier de toi. » J'ai embrassé mon fils, les larmes coulant silencieusement. C'étaient les mots les plus doux que j'avais jamais entendus, plus doux que n'importe quel « je t'aime » d'Henri, plus significatif que n'importe quel éloge de cliente satisfaite. « Merci, mon fils », ai-je répondu en embrassant son front. « Je suis aussi fier de nous. » Et c'est ainsi que nous avons terminé 1969, une année qui a commencé dans la peur et s'est terminée dans l'espoir. Une année où j'ai appris que la pire trahison peut mener à la meilleure découverte, la découverte de sa propre force. Je ne savais pas alors, mais ce n'était que le début d'un voyage qui me mènerait bien au-delà des limites de Saint-Martin-des-Fleurs, bien au-delà de ce que quiconque, y compris moi-même, aurait jamais imaginé pour une femme séparée dans les années 60. Les années 70 sont arrivées avec des vents de changement. La France vivait son miracle économique, les villes grandissaient et même notre paisible Saint-Martin-des-Fleurs ressentait les effets de la modernisation. Une nouvelle route nationale passait à seulement 5 km du centre, amenant des voyageurs et de nouvelles opportunités. Pour Point et Lacet, 1970 fut une année décisive. Notre petit atelier dans la maison de Josette ne pouvait plus accueillir les 6 couturières qui travaillaient maintenant avec nous. Nous devions nous agrandir, mais louer un espace commercial était hors de question. Les propriétaires hésitaient encore à traiter avec une femme séparée, même une avec une entreprise prospère. C'est Auguste, avec ses 9 ans et la sagesse que les enfants montrent parfois, qui a suggéré la solution. « Pourquoi ne pas utiliser notre maison, maman ? Le jardin est grand, nous pourrions y construire. » Cet enfant avait le don de voir l'évidence que les adultes ignoraient. Notre jardin, héritage des temps où les maisons du village avaient de l'espace pour des potagers et des poulaillers, était vraiment spacieux. Avec un peu de planification et d'économie, nous pourrions construire un atelier adéquat pour nos machines et employés. Obtenir le permis fut une autre bataille. Le maire, M. Gérard, a hésité quand j'ai présenté la demande. « Un atelier de couture dirigé par des femmes ?» a-t-il questionné, l'incrédulité évidente sur son visage rougeaud. « Et si ça ne marche pas ? Et si les machines provoquent un incendie ? Et si ça marche ?» ai-je interrompu avec une audace que je ne possédais pas quelques mois auparavant. « Et si nous créons des emplois ? Et si nous payons des impôts ? Et si Saint-Martin-des-Fleurs devient connu pour ses belles broderies et coutures ?» Il s'est gratté la tête, mal à l'aise face à mon assurance. Les femmes ne parlaient pas ainsi en 1970, surtout pas aux autorités, mais je n'étais plus l'Amélie soumise d'avant. « Je vais réfléchir à votre cas, » a-t-il marmonné, rangeant mes papiers dans un tiroir. 3 semaines sont passées sans réponse. Nos commandes s'accumulaient, les clientes se plaignaient des retards. Quelque chose devait être fait. Un jeudi, jour de marché sur la place centrale, j'ai monté un stand improvisé à côté de Josette. Elle avec ses confitures, moi avec nos plus belles pièces, nappes brodées, sets de table, serviettes avec monogramme, layettes pour bébé. L'exposition a immédiatement attiré l'attention des femmes du village. « Quel travail exquis, Madame Amélie !» s'est exclamée l'épouse du juge, admirant un ensemble de draps aux ourlets délicatement travaillés. « Pourriez-vous faire quelque chose comme ça pour mon trousseau ?» a demandé la fille du pharmacien, fiancée récente. En 2 heures,
nous avons vendu tout ce que nous avions apporté. Plus important encore, nous avons reçu des commandes qui garderaient nos aiguilles occupées pendant 3 mois. Parmi les visiteuses se trouvait Madame Éléonore, l'épouse du maire. « Ma fille se marie en décembre », a-t-elle commenté, examinant minutieusement une serviette. « J'ai besoin d'un trousseau complet et je pensais commander à Paris, mais peut-être pourriez-vous vous en charger. »« Ce serait un honneur », ai-je répondu, notant les détails dans mon petit carnet. « Mais nous aurions besoin de plus d'espace, plus de couturières. Nous attendons un permis pour agrandir notre atelier. » J'ai laissé la phrase en suspens et l'appât a été pris exactement comme je l'espérais. « Quel permis ?» a-t-elle demandé, ajustant ses lunettes sur son nez retroussé. « Pour construire dans mon jardin. Votre mari étudie la demande. » 3 jours plus tard, le permis est arrivé à la maison avec une invitation pour le thé à la résidence officielle du maire. Le pouvoir d'une épouse déterminée à avoir le meilleur trousseau pour sa fille ne doit jamais être sous-estimé. La construction a commencé en juin. Avec l'argent économisé ces derniers mois et un petit prêt, maintenant accordé sans hésitation par la Banque nationale, nous avons érigé un atelier spacieux et aéré. Sol en céramique claire, grandes fenêtres pour profiter de la lumière naturelle, établi spacieux pour la coupe et la couture. Au centre, nous avons installé notre acquisition la plus précieuse, une machine à broder industrielle importée d'Allemagne. Cette machine a tout changé. Ce qui prenait des jours à broder à la main, nous pouvions désormais le faire en quelques heures. Notre productivité a triplé, permettant des prix plus compétitifs et des délais plus courts. Bientôt, nous ne servions plus seulement Saint-Martin-des-Fleurs, mais aussi les villes voisines. Le trousseau de Cécile, la fille du maire, fut notre chef-d'œuvre jusqu'alors. Draps en lin égyptien avec des broderies de roses et d'arabesques, serviettes de bain avec monogrammes entrelacés, parures de lit avec ourlet Renaissance. Quand les pièces ont été exposées à la réception du mariage en décembre, elles sont devenues le sujet de la fête, éclipsant presque la mariée, au grand désespoir de Madame Éléonore. La publicité générée par le mariage fut inestimable. Janvier 1971 a apporté tant de commandes que nous avons dû embaucher 5 couturières supplémentaires. Points et lacets n'étaient plus un petit atelier de femmes démunies. C'était une entreprise sérieuse, respectée, lucrative. Henri est réapparu à cette époque, attiré comme une mouche par l'odeur du succès. Il était plus mince, moins élégant, les cheveux déjà clairsemés. L'éclat d'autrefois avait disparu de ses yeux, remplacé par une opacité qui parlait de défaite et de désillusion. « Amélie » a-t-il salué, debout à la porte de l'atelier comme un vendeur incertain. « Tu as changé. » C'était vrai. À 29 ans, je n'étais plus la jeune fille timide qu'il avait connue. Mes cheveux, autrefois toujours attachés en chignon sévère, tombaient maintenant librement sur mes épaules. Je portais un maquillage discret, des vêtements plus modernes. Mais le plus grand changement n'était pas extérieur. C'était la confiance qui émanait de chaque geste, de chaque mot. « Que veux-tu, Henri » ai-je demandé sans l'inviter à entrer. « Je suis venu voir les garçons » a-t-il dit, mais ses yeux parcourèrent l'atelier, évaluant, calculant. « Et te féliciter pour ton succès. J'ai entendu dire que ton entreprise prospère. »« Nos enfants sont à l'école » ai-je répondu sèchement. « Et oui, l'entreprise va bien. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai beaucoup de travail. » Il a hésité, les mains inquiètes dans les poches de son veston élimé. « Amélie, j'ai réfléchi. Peut-être que je pourrais aider. J'ai de l'expérience en comptabilité. Je pourrais organiser les finances, négocier avec les fournisseurs. » J'ai presque ri à sa face. Henri, l'homme qui dépensait son salaire avec 13 maîtresses, s'offrant pour gérer mon argent, c'était trop comique. « Merci pour l'offre », ai-je répondu avec une politesse glaciale. « Mais nous avons déjà un comptable. Quant aux fournisseurs, je négocie personnellement. » J'ai découvert que les hommes offrent de meilleurs prix quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas me tromper. L'allusion l'a frappé comme une gifle. Il a rougi, ouvert la bouche pour répliquer, mais s'est ravisé en voyant 2 de mes couturières observer la scène avec un intérêt mal dissimulé. « Dis aux garçons que je suis passé », a-t-il murmuré, se tournant pour partir. Et à Marie-Claire aussi, bien sûr. C'était typique d'Henri d'oublier sa fille. Marie-Claire, à 8 ans, avait déjà remarqué que son père prêtait plus d'attention aux garçons, surtout à Auguste, son premier-né. Elle remarquait comment les cadeaux des garçons étaient toujours plus chers,
plus élaborée, comment les étreintes pour elle étaient plus courtes, moins enthousiastes. « Je dirai à tous mes enfants que leur père est passé », ai-je répondu, en insistant sur « tous ». Mais je ne promets pas qu'ils voudront te voir. Il est parti tête basse, une ombre de l'homme arrogant que j'avais connu. J'ai appris plus tard qu'il avait perdu son emploi à l'usine, à cause de beuveries et d'absences constantes. Maintenant, il travaillait comme gardien de nuit dans un entrepôt de matériaux de construction, gagnant un tiers de ce qu'il recevait auparavant. L'Étoile du Soir, selon les camionneurs qui livrèrent des marchandises dans notre village, avait fermé. Des rumeurs couraient que les autorités avaient découvert des jeux illégaux se déroulant à l'arrière de l'établissement. Les filles s'étaient dispersées, certaines retournant dans leur village natal, d'autres cherchant un travail similaire dans des endroits plus grands. Théodora, la fille de Josette, s'était étonnamment mariée avec un voyageur de commerce et avait déménagé à Lyon. « Elle me fait dire qu'elle va bien », m'a raconté Josette un après-midi, les yeux brillants de fierté maternelle. Elle dit que c'est votre exemple qui l'a inspirée. Voir une femme se relever seule lui a montré qu'il y avait d'autres chemins. Cela m'a profondément émue. L'idée que ma lutte personnelle puisse inspirer une autre femme à chercher une vie meilleure était réconfortante. Peut-être y avait-il un but plus grand à tout ce que j'avais traversé. En 1972, Points et Lacets a fait un autre bond en avant. Un magazine féminin de circulation nationale, Vie moderne, a publié un article sur les entreprises dirigées par des femmes. D'une manière ou d'une autre, je soupçonne que c'était sur recommandation de Madame Éléonore, toujours prête à se vanter du trousseau de sa fille, notre atelier a été inclus. De l'abandon au succès, comment Amélie Ferrand a transformé la trahison en triomphe, annonçait le titre. L'article racontait mon histoire de façon romancée, omettant les détails les plus sordides, mais capturant l'essence du voyage. À la fin, il y avait des photos de nos pièces les plus élaborées, avec des informations pour les commandes. Dans les semaines qui ont suivi, le téléphone n'a pas cessé de sonner. Nous avons reçu des commandes de Paris, Lyon, Marseille. Des grands magasins voulaient négocier des lignes exclusives. Une célèbre boutique de la capitale a proposé une collection portant notre signature. C'était plus que nous ne pouvions satisfaire avec notre structure actuelle. Nous devions grandir, et vite. La réponse est venue d'une source inattendue. Le père Michel, le même qui m'avait mise mal à l'aise pendant son sermon des années auparavant, m'a convoqué à la sacristie après la messe du dimanche. « Madame Amélie », a-t-il commencé, visiblement mal à l'aise. « J'ai observé votre travail ces dernières années. Vous avez transformé la vie de nombreuses femmes dans ce village. » J'ai acquiescé sans savoir où cette conversation allait mener. La paroisse possède un terrain à l'entrée du village. C'étaient des terres données pour construire une maison de retraite, mais les ressources ne sont jamais venues. Il est vide depuis des décennies. Il a fait une pause, a respiré profondément. J'aimerais vous proposer un partenariat. L'Église cède le terrain. Vous construisez votre fabrique et en échange, vous employez des jeunes filles de l'orphelinat quand elles auront 16 ans. Je suis resté sans voix. Le terrain qu'il mentionnait était parfait. Spacieux, plat, à l'entrée du village, visible depuis la route nationale. Construire là-bas signifierait augmenter considérablement notre capacité et notre visibilité. « Pourquoi feriez-vous cela, mon père ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse. « Vous n'avez jamais approuvé mon style de vie. » Il a rougi, les doigts nerveux, ajustant son col clérical. « J'ai jugé sans connaître, Madame Amélie. Le Christ nous enseigne à regarder les fruits, et les fruits de votre travail sont bons. Vous avez créé des emplois honnêtes pour des femmes que le monde rejetait, vous avez enseigné des compétences, vous avez redonné de la dignité. Cela, c'est une œuvre chrétienne, même si j'ai mis du temps à le voir. » Je suis sortie de l'église ce dimanche-là avec la tête qui tournait. La proposition était tentante, mais effrayante. Construire une fabrique exigerait des investissements beaucoup plus importants qu'un simple atelier dans le jardin. Cela signifierait des prêts substantiels, des engagements à long terme, des responsabilités élargies. J'ai parlé à mes enfants ce soir-là. Auguste, maintenant âgé de 11 ans, avait hérité du talent de son père pour les chiffres. Il a pris un cahier et a commencé à faire des calculs simples de combien nous pourrions produire dans le nouvel espace, combien cela coûterait, combien nous gagnerions. Marie-Claire, à 9 ans, montrait déjà un intérêt pour le design.
Ses dessins de broderie et de motifs étaient étonnamment sophistiqués pour son âge. « On pourrait avoir une salle juste pour créer les dessins, maman ?» a-t-elle suggéré, les yeux brillants d'excitation. Jean-Pierre, à 7 ans, était plus préoccupé par la question de savoir si la nouvelle fabrique aurait de l'espace pour qu'il joue après l'école. « Je pourrais avoir un bureau comme Auguste ?» a-t-il demandé, faisant rire tout le monde. En voyant leur enthousiasme, j'ai réalisé que la décision était déjà prise. Mes enfants avaient grandi avec l'entreprise. Elle faisait partie de leur identité autant que de la mienne. S'agrandir n'était pas seulement une décision commerciale, c'était un héritage que je construisais pour eux. En janvier 1973, nous avons signé le contrat avec la paroisse. En juillet, nous avons commencé la construction et en mars 1974, nous avons inauguré la fabrique de broderie et confection Point et Lacets avec 50 employés, des machines modernes et une salle d'exposition élégante à l'entrée. La jeune fille abandonnée de Saint-Martin-des-Fleurs dirigeait maintenant la plus grande entreprise de la région. L'épouse trompée était désormais une femme d'affaires respectée, dont le nom ouvrait des portes dans les banques et chez les fournisseurs. La mère désespérée, qui craignait de ne pas pouvoir nourrir ses enfants, offrait maintenant des emplois et de la sécurité à des dizaines de familles. L'inauguration de la fabrique a été un événement dans le village. Le maire est venu avec toute sa famille, ainsi que le directeur de la banque, le commissaire, les commerçants les plus prospères. Même la presse régionale a envoyé un reporter. Au milieu de la célébration, j'ai remarqué une silhouette solitaire, observant de loin, sans s'approcher. Henri vieillit prématurément, les épaules courbées sous le poids de mauvais choix. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait pas de colère dans mes yeux, ni de ressentiment, seulement la constatation sereine qu'il était devenu insignifiant dans mon histoire. Ce soir-là, après le départ de tous les invités et l'endormissement de mes enfants, je me suis assise sur le perron de notre maison, la même d'où j'avais failli être expulsée des années auparavant, et j'ai contemplé le chemin parcouru. La douleur de la trahison avait été atroce, la peur de l'abandon paralysante. Il y avait eu des nuits où j'avais pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes, des jours où j'avais douté de survivre. Mais cette douleur, cette peur, cette incertitude, tout avait été transformé en force, en détermination, en but. L'abandon d'Henri, qui semblait une condamnation à mort pour la jeune Amélie de 1968, avait été, en réalité, la naissance d'une nouvelle femme. Une femme qui avait découvert des capacités qu'elle ne savait même pas posséder. Une femme qui avait appris à tracer son propre chemin, à faire confiance à son jugement, à élever la voix quand nécessaire. Tandis que les étoiles brillaient au-dessus de Saint-Martin-des-Fleurs, j'ai silencieusement remercié pour ce voyage, avec toutes ses douleurs et ses joies, parce que j'avais enfin compris une vérité fondamentale. Parfois, la fin d'un rêve est simplement le début d'un rêve plus grand, plus authentique, plus nôtre. Et cette nuit de mars 1974 n'était pas une fin. C'était simplement le début d'un nouveau chapitre avec des défis et des conquêtes que je ne pouvais même pas imaginer. La jeune fille qui rêvait d'un prince charmant s'était transformée en une reine qui avait construit son propre royaume, brique par brique, point par point. Les années suivantes ont apporté une croissance continue pour Point et Lacets. D'une petite fabrique à Saint-Martin-des-Fleurs, nous nous sommes étendus à 3 unités dans des villes voisines. Nos pièces étaient vendues dans les meilleures boutiques de Paris, Lyon, et même exportées vers des pays voisins. La marque née de la nécessité d'une mère désespérée était devenue synonyme de qualité et de sophistication. Mais le succès professionnel, aussi grand soit-il, n'a jamais éclipsé ce que je considère comme ma plus grande réalisation. Mes enfants, Auguste, Marie-Claire et Jean-Pierre, ont grandi au milieu des tissus, des fils et du bruit constant des machines à coudre, absorbant des leçons qu'aucune école ne pourrait enseigner. Ils ont vu de près la valeur du travail honnête, de la persévérance, de la dignité qui vient de construire quelque chose de ses propres mains. En 1980, Auguste a eu 19 ans et est parti pour Paris pour étudier l'administration des affaires. Voir mon premier-né entrer à l'université, quelque chose que ses grands-parents n'avaient même pas rêvé être possible, m'a apporté une satisfaction indescriptible.
Il avait hérité de ma détermination et du talent mathématique de son père, une combinaison qui a fait de lui un gestionnaire brillant. Marie-Claire a suivi ses pas 2 ans plus tard, choisissant la mode et le design dans la même université. À 19 ans, elle avait déjà un cahier plein de dessins innovants pour notre ligne de linge de maison. Sa sensibilité artistique transformait de simples tissus en véritables œuvres d'art, apportant une modernité qui a rajeuni notre marque. Jean-Pierre, toujours le plus rêveur des 3, nous a tous surpris en déclarant qu'il voulait devenir médecin. « Je veux prendre soin des gens comme maman a pris soin de nous », a-t-il expliqué avec la simplicité profonde qui l'a toujours caractérisé. En 1983, il est également parti pour la capitale, déterminé à transformer son rêve en réalité. Voir mes enfants prendre leur envol plus haut que je n'aurais jamais imaginé possible pour moi-même a été ma véritable récompense. Chacune de leurs réussites effaçait un peu plus la douleur du passé, confirmant que toutes les nuits sans dormir, tous les sacrifices, toute la lutte en avaient valu la peine. Avec les enfants étudiants à la capitale, j'ai vendu notre maison à Saint-Martin-des-Fleurs et acheté un appartement à Paris. À 40 ans, j'étais aussi prête pour de nouveaux horizons. La fabrique est restée sous la direction de Josette, maintenant ma partenaire officielle, et de Marguerite, notre première employée, promue directrice générale. La vie dans la métropole a ouvert un monde de possibilités. Je me suis inscrite à des cours d'administration et de marketing, déterminée à formaliser les connaissances que j'avais acquises dans la pratique. À 41 ans, j'étais assise dans des salles de classe aux côtés de jeunes de 20 ans, sans le moindre embarras. Au contraire, mon expérience pratique enrichissait les discussions théoriques, faisant des professeurs mes plus grands supporters. En 1984, j'ai ouvert la première boutique exclusive Poinces et Lacets, rue Saint-Honoré, alors centre de la mode parisienne. L'espace, décoré avec l'élégance rustique qui caractérisait nos pièces, est rapidement devenu un point de rencontre pour des femmes exigeantes. Nous ne vendions pas seulement du linge de maison, nous vendions l'idée d'un foyer accueillant, soigneusement décoré, où chaque détail comptait. C'est dans cette boutique, par un après-midi pluvieux de juin, que j'ai revu Henri après presque 10 ans sans le voir. J'étais à la caisse, aidant une cliente âgée avec son achat, quand la clochette de la porte a tinté. J'ai levé les yeux automatiquement et il était là, ou plutôt, une version délavée de l'homme que j'avais connu. À 50 ans, Henri semblait en avoir 70. Ses cheveux, autrefois noirs et abondants, étaient complètement blancs et clairsemés. Son corps, jadis imposant, se courbait comme une branche surchargée. Mais ses yeux qui m'avaient un jour hypnotisé, restaient les mêmes, bien que maintenant voilés d'une tristesse permanente. « Amélie », a-t-il dit, la voix à peine plus qu'un murmure. « Je t'ai enfin trouvée. » J'ai demandé à une vendeuse de prendre ma place à la caisse et j'ai conduit Henri dans une petite salle à l'arrière de la boutique, utilisée pour les réunions et pour montrer des produits spéciaux à des clientes sélectionnées. Je lui ai offert une chaise et un café qu'il a accepté avec des mains visiblement tremblantes. « Comment m'as-tu trouvé ?» ai-je demandé, m'asseyant en face de lui. « Auguste » a-t-il répondu, les yeux fixés sur sa tasse de café. Je l'ai rencontré par hasard dans la rue il y a quelques semaines. Il m'a parlé de la boutique. Je me suis fait une note mentale pour parler avec mon fils. Non pas avec colère. Auguste avait le droit de maintenir le contact avec son père, s'il le souhaitait, mais pour comprendre ses raisons. « Que veux-tu, Henri ?» ai-je demandé directement. La jeune Amélie aurait tourné autour du sujet, craignant d'offenser. La femme de 42 ans n'avait pas de temps pour les jeux. Il a levé les yeux de sa tasse, et ce que j'y ai vu m'a surprise. Il n'y avait plus le charme calculateur d'autrefois, ni la colère des dernières rencontres. Il n'y avait que la fatigue, une fatigue profonde de celles qui viennent de l'âme. « Pardon » a-t-il dit simplement. « Je suis venue te demander pardon, Amélie. » Je suis restée silencieuse, observant cet homme brisé devant moi. Une partie de moi voulait dire qu'il était trop tard, que le pardon aurait dû être demandé 15 ans plus tôt, quand cela comptait encore. Une autre partie, peut-être la plus sage, reconnaissait le courage nécessaire pour ce geste, même tardif. « Pourquoi maintenant ?» ai-je finalement demandé. Henri a soupiré, posant la tasse sur la table avec un soin excessif. « Je suis malade, Amélie. Cancer du foie, stade avancé. Les médecins disent que j'ai peu de mois.
La nouvelle m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré la douleur qu'il m'avait causée, Henri était le père de mes enfants. Son départ laisserait un vide impossible à combler. « Je suis désolée », ai-je murmuré. C'était sincère. « Moi aussi », a-t-il répondu, un sourire triste jouant sur ses lèvres desséchées. « Je suis désolée pour tout, Amélie. Pour les années de mensonges, pour l'argent gaspillé, pour la souffrance que j'ai causée. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et j'ai été trop stupide pour m'en rendre compte. Pourquoi, Henri ? La question qui m'avait tourmentée pendant tant d'années a finalement échappé. Pourquoi 13 femmes ? Pourquoi les mensonges ? Qu'est-ce que je ne t'ai pas donné ? Il a fermé les yeux un moment, comme s'il cherchait des forces pour la réponse. Quand il les a rouverts, il y avait une clarté en eux que je n'avais pas vue depuis nos premiers jours ensemble. Ce n'était pas à propos de toi, Amélie. Ça ne l'a jamais été. C'était à propos de moi, de mes vides, de mes insécurités. J'ai grandi en voyant mon père tromper ma mère sans vergogne, se vantant de ses conquêtes comme si elles étaient des trophées. Dans mon esprit déformé, c'était ça, être un homme. Ne pas avoir une femme, mais plusieurs. Ne pas être fidèle, mais désiré. C'était malsain, c'était toxique, mais c'était le seul modèle que je connaissais. Ces paroles déterraient des souvenirs longtemps enterrés. Henri parlait rarement de sa famille, mais je me souvenais vaguement de son père, un homme grand et imposant qui était venu à notre mariage ivre, faisant des commentaires inappropriés sur les invités. « Cela ne justifie rien », ai-je répondu, gardant ma voix ferme. « Non », a-t-il acquiescé promptement. « Rien ne justifie le mal que j'ai causé. J'essaie seulement d'expliquer, pas d'excuser. » Nous sommes restés silencieux pendant quelques minutes, le seul bruit étant le tic-tac de l'horloge au mur et le murmure lointain de la boutique. Finalement, j'ai rassemblé le courage pour la question la plus difficile. « Et les autres, les 13 ?» Un soupir fatigué s'est échappé de ses lèvres. Elles se sont dispersées comme des feuilles au vent quand l'argent s'est tari. Certaines ont trouvé d'autres protecteurs, d'autres sont retournées dans leur famille. Théodora a été la seule à vraiment aller de l'avant. Elle a construit une vie décente, comme toi. Théodora s'est mariée, ai-je commenté. Elle a 3 enfants maintenant, habite à Lyon. Tu as gardé contact ? A-t-il demandé, surpris. Avec Josette. Nous sommes partenaires, tu te souviens ? Il a lentement acquiescé. Vous deux, vous avez transformé une tragédie en triomphe. Moi, j'ai juste sombré. Il n'y avait rien à répondre à cela. C'était la pure vérité. Qu'est-il arrivé après que tu aies quitté Saint-Martin ? Ai-je demandé, réalisant que, malgré tout, il y avait une curiosité sincère sur le destin de l'homme que j'avais un jour aimé. J'ai essayé de recommencer dans plusieurs villes, a-t-il répondu, passant la main dans ses cheveux clairsemés. J'ai travaillé comme vendeur, comme auxiliaire de bureau, comme réceptionniste d'hôtel. Rien ne durait. L'alcool finissait toujours par me faire chuter. Henri a fait une pause, comme s'il décidait combien révéler. J'ai touché le fond en 1978. Je vivais dans les rues de Marseille, buvant tout ce que je pouvais acheter ou voler. C'est alors qu'un groupe de rétablissement m'a trouvé. Ils m'ont emmené dans une clinique, m'ont aidé à devenir sobre. « Es-tu sobre maintenant ?» ai-je demandé. « 5 ans et 2 mois, a-t-il répondu avec une fierté discrète. Trop tard pour sauver mon foie, mais à temps pour mourir avec un peu de dignité. La conversation a continué pendant 1 heure encore. Henri m'a raconté ses années de dérive, sa lente et douloureuse récupération, le travail qu'il faisait maintenant comme bénévole dans la même clinique qu'il avait accueillie. Il a parlé du regret qu'il portait, pas seulement envers moi, mais envers les enfants qu'il connaissait à peine. « Auguste me rend visite parfois », a-t-il révélé. Toujours formel, toujours poli, mais distant. Marie-Claire a répondu à une lettre que je lui ai envoyée, mais m'a demandé de ne pas la chercher. Jean-Pierre. Sa voix affaiblie. Jean-Pierre m'a dit qu'il a déjà un parent, toi, que tu as été mère et père en même temps et que tu as fait un meilleur travail que n'importe quel homme aurait pu faire. Des larmes inattendues ont brouillé ma vision. Mon cadet, toujours si sensible, si observateur. Il avait vu ce que tant n'avaient pas perçu. Qu'être une famille complète ne dépendait pas d'avoir toutes les pièces traditionnelles, mais d'avoir assez d'amour pour remplir tous les espaces. « Ce sont de bons garçons », ai-je dit, me corrigeant immédiatement.
De bons adultes maintenant, grâce à toi, pas à moi. Un autre silence s'est installé, plus confortable cette fois. La tempête qui avait un jour été notre relation s'était calmée, ne laissant que la clarté qui vient après la pluie. « Alors, Amélie, a-t-il finalement dit, les mains inquiètes sur ses genoux, peux-tu me pardonner ? Pas pour moi, je sais que je ne le mérite pas, mais pour toi, pour que tu puisses avancer en paix. » J'ai regardé cet homme, si différent du jeune arrogant qui m'avait conquise, si distant du mari menteur qui m'avait abandonné. J'ai vu en lui toutes les erreurs, toutes les faiblesses, tous les choix mal avisés, mais j'ai aussi vu, pour la première fois, quelque chose de sincère, un remords véritable, né non pas de la peur ou de la commodité, mais de la compréhension tardive des dégâts causés. « Oui, » ai-je répondu, nous surprenant tous les deux par la facilité du mot. « Je te pardonne, Henri. » Et c'était vrai. Il n'y avait plus de colère dans mon cœur, ni de ressentiment dans mon âme. Cet homme n'avait plus de pouvoir sur mon bonheur, ma paix d'esprit. Le pardon n'était pas un cadeau pour lui, c'était une libération finale pour moi. Henri est décédé 3 mois plus tard, en septembre 1984. Auguste m'a téléphoné avec la nouvelle. Sa voix contrôlée, mais tremblante. « Il est parti en paix, maman. » Il tenait une photo de nous, toi, moi, Marie-Claire et Jean-Pierre, quand il a fermé les yeux pour la dernière fois. Les funérailles ont été simples, avec peu de présents. Mes 3 enfants y ont assisté, chacun traitant la perte de manière différente. J'y suis allée aussi, non par obligation, mais par respect pour l'homme imparfait qui, malgré tout, m'avait donné 3 cadeaux inestimables. Tandis que le cercueil descendait en terre, j'ai pensé à l'ironie de la vie. L'homme qui un jour voulait tant de femmes mourait pratiquement seul. La femme qui l'avait abandonné était entourée d'une famille aimante, d'une entreprise prospère, d'une vie pleine. Il n'y avait pas de triomphe dans cette constatation, seulement une compréhension mélancolique de comment nos choix façonnent nos destins. Comment chaque mensonge, chaque trahison, chaque acte d'égoïsme finit par réclamer son prix. Et comment chaque acte de courage, chaque décision fondée sur l'amour, chaque pas fait avec dignité construit, brique par brique, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Aujourd'hui, à 83 ans, je regarde en arrière et je vois non seulement la douleur de cette jeune femme trahie, mais toute la beauté qui a fleuri des cendres d'un mariage détruit. Je vois mes enfants maintenant, avec leurs propres enfants, construisant des vies basées sur les valeurs que je leur ai enseignées. Je vois Point et Lacet, maintenant un réseau national dirigé par Auguste et Marie-Claire, offrant un emploi digne à des centaines de femmes. Je vois Jean-Pierre, un médecin respecté, prenant soin de patients avec la même compassion que j'ai un jour consacrée à ma petite famille. Et quand mes petites filles me demandent au sujet du grand-père qu'elles n'ont jamais connu, je ne raconte pas une histoire de méchants et de victimes. Je raconte une histoire de personnes imparfaites, d'erreurs et de conséquences, de pertes et de nouveaux départs. Je raconte comment parfois nous devons perdre tout ce que nous pensons vouloir pour découvrir ce dont nous avons réellement besoin. Chaque début de mois, quand je reçois ma pension, je souris en me souvenant de ces anciennes maladies mensuelles d'Henri. Cet argent qu'il dépensait à l'Étoile du soir aurait pu garantir une vieillesse confortable pour nous deux. Son absence m'a forcé à construire ma propre sécurité, brique par brique, point par point. Et c'est peut-être la plus grande leçon que je peux vous laisser, mes chers. Aucune trahison, aucun abandon, aucune douleur ne définit qui nous sommes. Ce qui nous définit, ce sont les choix que nous faisons face à l'adversité, les rêves que nous osons rêver, même quand le monde dit qu'ils sont impossibles, l'amour que nous continuons à donner, même quand nos cœurs sont brisés. Parce qu'au final, ce ne sont pas les coups de la vie qui déterminent notre destin, c'est notre réponse à ceux-ci. Et ma réponse à cette douloureuse découverte de 1968 a été de transformer chaque larme en détermination, chaque peur en courage, chaque rejet en force pour aller de l'avant. Chaque début de mois, quand Henri tombait malade pour rencontrer ses 13 maîtresses, il ne se doutait pas qu'il plantait la graine de sa propre ruine et de ma libération inattendue. La vie a de ses ironies, et Dieu merci pour elle. Avant de vous quitter, mes chers, j'aimerais vous demander de laisser un pouce bleu à cette vidéo. Si mon histoire a touché votre cœur,
Abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de récits comme celui-ci et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est possible de recommencer, peu importe à quel point cela semble difficile. Votre interaction m'aide à continuer à partager des histoires de résilience qui peuvent inspirer d'autres personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté aujourd'hui.